Je rappelle évidemment quelques règles de fonctionnement, mais ça a l'air d'être le cas. Si vous pouvez couper vos micros pendant les présentations pour éviter les bruits intempestifs des uns et des autres avec les papiers, les téléphones ou le chien du voisin. Si vous souhaitez intervenir, bien utilisez le chat ou levez la main. Et puis, quand vous intervenez, n'oubliez pas de vous présenter, dire qui vous êtes, histoire d'avoir du respect pour l'interlocuteur. Et si c'est le cas, si votre réseau le permet ou si votre fibre le permet, utilisez la caméra. Voilà, j'ai fini pour cette introduction, Monsieur Delécluze. En tout cas, je vous remercie beaucoup de participer à d'une certaine manière, notre premier webinaire sur ce sujet, mais je suis absolument convaincu et en même temps déterminé à ce qu'il y en ait plein d'autres dans l'année qui vient et dans les années qui viennent. Voilà, si vous le voulez bien et si vous n'avez pas de questions, je vous laisse bien évidemment la parole. Merci beaucoup. Juste une petite précision avant de laisser la parole à Monsieur Delécluze, donc Anissa Kemish, juste pour dire que le webinaire est enregistré. Voilà, c'est juste une petite information supplémentaire. Merci. Si j'avais su. Merci Monsieur Tavernier pour cette introduction et pour l'intérêt que vous manifestez effectivement à un certain nombre d'activités lancées par l'Union européenne ces derniers mois qui semblent prendre une tournure qui peut-être vous satisfait de plus en plus. Je suis ici pour... vous avez inventé beaucoup de sujets, effectivement, et il y aurait beaucoup à dire. Je suis ici pour me focaliser essentiellement sur un nouveau programme pour l'Europe numérique que la Commission propose de lancer pour les 7 prochaines années. Et puis, quelques mots aussi sur le nouvel instrument financier InvestEU, qui est aussi, à mon avis, un instrument qui aura de l'intérêt pour un certain nombre des personnes ici présentes. Donc, je vais me focaliser sur ces deux programmes. Je suis aussi ici avec deux experts de mon équipe sur ces programmes, Madame Annalisa Bolliolo et Madame Alexandra Rotileanu. J'espère qu'on aura un peu de temps pour quelques questions à la fin, effectivement, donc j'essaierai de ne pas être trop long pour laisser un peu le temps à la discussion et aux questions qui pourraient se poser de votre côté sur ces programmes. Moi-même, je suis effectivement le chef adjoint de l'unité en charge de la stratégie de recherche et de la coordination des programmes de financement européens au sein de la DG Connect, donc la DG, la direction générale en charge de la politique numérique et du financement du numérique en Europe. Et donc, je suis très content d'être avec vous ici pour vous présenter ce programme qui est un nouveau programme ambitieux qui, j'espère, et qui nous espérons tous aussi remplira un vide en termes de financement de certains déploiements de capacités numériques et d'infrastructures numériques entre la partie, disons, recherche-innovation qui est traditionnellement financée par le programme Horizon Europe, enfin Horizon 2020 précédemment, maintenant Horizon Europe, et puis les outils, disons, plus proches du marché comme InvestEU que je présenterai ensuite. Vous l'avez dit, en fait, ce nouveau programme, il prend place dans un contexte qui a été un peu chamboulé lors de cette irruption de la pandémie. Déjà au moment de l'installation de cette nouvelle commission, à la fin de l'année dernière, deux priorités essentielles de la nouvelle commission étaient effectivement la transition ou transformation verte et puis la transition aussi numérique. Et ces deux priorités sont devenues les deux grands piliers du paquet le Recover Package, je ne sais même plus comment dire en français. La relance ou la reprise. De la relance, voilà, de la relance. Au mois de mai et donc effectivement aussi de ces 750 milliards qui seront un nouvel instrument inédit au sein de l'Union européenne et qui auront pour principal instrument cette facilité de la relance de 650 milliards et dont 20% devraient être consacrés au numérique. Dans chaque État membre, 20% de cet argent, en principe, devra être consacré à des projets du numérique. Donc, vous voyez qu'on se situe effectivement dans un contexte un peu nouveau et le programme Horizon Europe qui a été conçu avant l'irruption de cette pandémie et avant, en fait, cette accélération que la Commission propose en termes d'investissement dans les infrastructures et les capacités numériques, ce programme nous prend encore plus toute sa pertinence et malheureusement, d'une certaine manière, il est doté seulement de 7,6 milliards d'euros par rapport à une proposition initiale de la Commission qui était un peu supérieure à 9,2 milliards d'euros, mais malgré tout, pour un nouveau programme,
c'est déjà pour nous la possibilité de réaliser un nombre de projets et de développement tout à fait intéressant. Donc, je voudrais passer à la slide suivante. Dans ce contexte, juste rappeler en fait un ensemble de programmes de financement européens dans lesquels on se place. J'ai cité le ARF qui est sur la droite de votre slide ici, donc le plan de relance, la facilité de relance qui a été mise en place cette année et qui n'était pas prévue initialement en réponse à la crise et à la pandémie. Comme je le disais, ce plan, cette facilité contient un certain nombre d'initiatives flagship, qu'on appelle en anglais flagship, donc des initiatives phares qui vont structurer un petit peu les investissements et les programmes de réforme et d'investissement des États membres. Plusieurs de ces dimensions de ces programmes concernent le numérique, comme la dimension Connect, évidemment, Scale Up, qui serait l'investissement dans des infrastructures numériques, Modernize dans les aspects, disons, de numérisation du secteur public et des administrations, et puis la dimension évidemment de formation et notamment au métier du numérique et d'adaptation aux outils numériques. Et comme je le disais, 20% de cette facilité devra être consacrée à des investissements numériques. Donc ça, c'est tout à fait majeur. Évidemment, les sommes qui sont en jeu sont très importantes et nous sommes en train de travailler, à l'heure où on parle, à l'élaboration d'un certain nombre de projets qui seront multi-country, multi-pays, qui pourront, disons, coaliser les investissements de plusieurs pays pour que tous les investissements de cette facilité ne soient pas simplement au sein des frontières nationales, mais qu'elles puissent être mises conjointement dans des infrastructures et des développements qui sont pan-européens. Donc, il y a une partie importante, nous espérons, de ces investissements qui seront aussi pan-européens, en plus du programme Europe Digital que je vais présenter maintenant et qui est ici en jaune. Et donc, je vais vous parler un peu plus en détail. Je cite très brièvement Horizon Europe, qui est le programme recherche et innovation. Donc là, ce sont les activités, disons, traditionnellement de recherche et innovation par les entreprises, les organisations de recherche et les universités. Le mécanisme d'interconnexion, en français je crois, Connected Europe Facility, qui s'intéresse essentiellement au financement plutôt des infrastructures de communication, donc la 5G en particulier, et puis les aspects culture et médias avec le programme Creative Europe, le nouveau programme de santé pour la santé qui a été mis en place aussi cette année en réponse à la crise et à la pandémie aura une dimension numérique également. Évidemment, les programmes de cohésion et les fonds d'agriculture ont aussi une dimension numérique importante. Et enfin, le dernier programme qui est plus en prise avec, disons, les investissements plus proches du marché, InvestEU, dont je vous dirai aussi quelques mots à la fin de cette présentation. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les objectifs du programme Europe numérique. Donc, maintenant, je rentre vraiment dans le vif du sujet sur ce programme. Ce sont des objectifs ambitieux, évidemment, qui cherchent, en fait, à combler un vide, comme je le disais, entre les investissements, le soutien public aux investissements de recherche et d'innovation et le soutien et les investissements et le déploiement d'infrastructures et de capacités numériques qui sortent du domaine de l'innovation, mais qui sont encore malgré tout encore un peu jeunes pour des investissements totalement soutenus par le privé. Et par ailleurs, ces investissements ont un certain nombre de spillover, de répercussions qui vont au-delà de ce que peuvent peut-être retirer les acteurs privés. Et donc, il y a un intérêt pour le public à voir ces investissements réalisés avec un soutien du public. Donc, il s'agit de mettre à l'échelle un certain nombre d'investissements dans des infrastructures, dans des capacités numériques, et aussi d'aider l'Europe à recontrôler un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur dans le numérique, afin
de ne pas dépendre entièrement des solutions numériques apportées par des acteurs non européens dans le domaine. Et évidemment, dans ce domaine, sans doute vous confirmerez avec moi qu'il y a du chemin et il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine. Et cet aspect de souveraineté technologique et numérique est un aspect important aussi de ce programme et du programme RRF dont je parlais auparavant, du programme de relance. Il y a cet aspect de reconquête d'une plus grande souveraineté numérique en Europe est tout à fait importante. Il ne s'agit pas seulement d'être plus compétitif, il s'agit de moins dépendre de solutions non européennes qui parfois peuvent ne pas refléter certains des principes, certaines des demandes ou des exigences qu'en Europe nous pouvons avoir. Et donc, si on dépend uniquement de solutions technologiques extérieures, nous sommes plus vulnérables et nous sommes peut-être aussi moins en mesure d'imposer un certain nombre de règles ou de demandes ou de principes dans l'utilisation de ces technologies. Passons à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la structure de ce programme pour l'Europe numérique, elle est ici décrite. Il y a 4 grands piliers thématiques. Le premier concerne les infrastructures de calcul à haute performance. Le deuxième, les infrastructures pour l'intelligence artificielle. Troisièmement, pour la cybersécurité. Et enfin, un pilier autour du développement de programmes d'éducation et de formation pour des compétences numériques avancées. Il ne s'agit pas ici de compétences de base, mais vraiment de compétences avancées pour ces nouvelles technologies numériques. Donc ça, ce sont disons, 3 piliers thématiques, un pilier formation, et puis un 5e pilier qui est vraiment axé sur le déploiement dans l'économie. Donc là, c'est plus thématique, ce sont dans tous les secteurs de l'économie, comment favoriser le take-up, c'est-à-dire donc l'adoption par les entreprises d'un certain nombre de secteurs économiques de solutions numériques qui vont permettre de développer leur modèle d'affaires ou leurs propositions aux clients. Aussi, l'adoption par le secteur public et les administrations de solutions numériques. Et en colonne vertébrale de ce soutien à la diffusion du numérique dans la société, dans l'économie, un réseau dont je parlerai un peu plus tard, de Digital Innovation Hubs, donc de pôles d'innovation numérique qui ont les compétences et qui auront la possibilité d'offrir un certain nombre de services aux entreprises, aux administrations, pour adopter des solutions numériques qui soient utiles pour leurs activités. Donc c'est un 5e pôle important, évidemment, avec les montants dont on va parler, on ne va pas irriguer l'ensemble de l'Europe, mais il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, et surtout cette colonne vertébrale des pôles d'innovation numérique devra irriguer l'ensemble du territoire européen, à toutes les régions, enfin un certain nombre, oui, un par région, je crois que ce sera la cible, et ce réseau-là aura un rôle essentiel pour aider les entreprises et les acteurs locaux à faire leur transition numérique. Dans les 4 piliers principaux dont j'ai parlé auparavant, vraiment l'idée c'est de déployer des capacités. C'est pas de chercher des solutions nouvelles, c'est vraiment d'utiliser des solutions qui ont été développées et de les passer à l'échelle et d'en faire des infrastructures, des capacités qui soient accessibles ensuite à tous. Slide suivante, s'il vous plaît. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'ici, il s'agit de livrer un certain nombre de produits, de résultats très concrets qui se voient, qui sont des machines, des machines de calcul à haute performance. Donc pour la France, on parle d'exascale computing, donc ce sont des performances et des rapidités qui sont au meilleur niveau mondial. La mise en place d'un certain nombre d'espaces de données sectoriels, j'en dirai un peu plus dans un des slides suivants. Donc, le développement de ce qu'on appelle
des infrastructures d'expérimentation et de tests pour des solutions d'intelligence artificielle, la mise en place d'un certain nombre de cours de master dans donc pour les technologies numériques, mais des compétences avancées. Encore une fois, il ne s'agit pas de compétences de base, mais vraiment de compétences avancées. Et puis, un certain nombre de projets qui sont déjà en cours et qui vont être continués dans la mise en place de services numériques pour le e-government. Donc voilà, ce sont des projets concrets, c'est la livraison de produits et de services qui devraient faciliter la transition numérique en Europe dans un certain nombre, dans la plupart des territoires. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, je vais passer rapidement sur chacun de ces piliers du programme que j'ai énuméré au départ. Comme je le disais, dans le pilier où calcul à haute performance, il s'agit d'acheter des machines, enfin, donc des dispositifs qui permettent un calcul au niveau exascale. Donc je ne sais même plus combien de bits par seconde ça représente, mais c'est le top niveau mondial. Ça serait, ces machines seraient en principe pas évidemment dans chaque pays, mais en France, en Allemagne en particulier, où les capacités sont déjà importantes. Dans un certain nombre d'autres pays, il s'agira d'upgrader les supercomputers, les supercalculateurs existants. Donc, il y aura un certain nombre d'investissements qui seront faits aussi. Et puis, il y aura une interconnexion aussi qui sera soutenue par le programme CEF dont je parlais entre ces supercalculateurs. On commencera à déployer les premiers calculateurs ou ordinateurs quantiques. Donc là aussi, on sort peu à peu du domaine de la recherche d'innovation, même s'il y a encore énormément de choses qui vont être financées sous Horizon pour développer évidemment quantum computing et quantum communication. Mais déjà, ce programme pour l'Europe numérique cherche à développer des premiers calculateurs, des premières infrastructures utilisant les quantum computing. Et évidemment aussi du soutien à l'accès et à l'utilisation de ces ressources. Deuxième pilier pour la slide suivante, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle, donc ici, bon, un certain nombre d'initiatives, et deux en particulier par lesquelles je commence. D'abord, ces espaces de données sectoriels qui sont sur la gauche. Ici, vous voyez un certain nombre de secteurs dans lesquels le programme souhaite développer ces espaces de données pour développer ensuite éventuellement des solutions d'intelligence artificielle ou en tout cas qui seront utiles pour le développement économique de ces secteurs. Donc, un espace de données pour le Green Deal, pour le secteur manufacturier, pour la santé, l'agriculture, les transports. Vous voyez ici, ils sont énumérés. En principe, il y aura un financement pour soutenir ces différents espaces de données. À la droite de cette slide, deuxième grande infrastructure qui devrait être développée par le programme, ce sont les infrastructures de test et d'expérimentation, là aussi, par domaine. Et sur les acteurs de ces secteurs pourront tester des solutions, des algorithmes d'intelligence artificielle, et puis une plateforme qui pourrait aussi stocker ou mettre à disposition un certain nombre de solutions, d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ici, c'est donc la colonne juste à gauche de ces Testing and Experimentation Facilities. En termes d'infrastructure, le programme veut aussi développer ce qu'on appelle une fédération du cloud. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, dans la mesure où pour l'instant, les Européens dépendent énormément des solutions de cloud fournies par des acteurs non européens. Et donc, il y a un gros effort à faire et le programme Europe numérique jouera sa part pour développer des solutions européennes et qui soient interconnectées entre les pays avec donc
un marché pour ces services et une infrastructure aussi qui soit bien interconnectée. Slide suivante, s'il vous plaît. Troisième pilier thématique, c'est la cybersécurité. Là aussi, peut-être deux grands axes. D'abord, le développement d'une infrastructure européenne de communication utilisant des quantum key distribution. Donc là aussi, une nouvelle approche des technologies de communication qui doit faire face aux évolutions futures et qui doit permettre d'être ultra sécurisée en dépit des capacités de calcul déployées par le calcul quantique. Donc, on voit bien que la capacité de calcul quantique permettrait de briser un certain nombre des clés de sécurité actuelles, et donc il faut, en prévision de ce type de développement, déjà commencer à déployer autant que faire se peut une infrastructure de communication qui réponde à ce défi, et donc qui utilise aussi la technologie quantique pour permettre la sécurisation de cette infrastructure. Donc là aussi, un projet ambitieux qui va connaître ses premiers déploiements. Évidemment, il y a encore beaucoup de développement à faire, mais les premiers déploiements seront financés aussi par ce programme. Et un autre axe de ce pilier cybersécurité, c'est une meilleure préparation des centres nationaux de cybersécurité aux attaques ou aux menaces de cybersécurité qui peuvent apparaître et coordonner les réponses. Voilà, les deux autres axes de soutien, on pourrait en parler si on a le temps. On peut passer au quatrième pilier. Et les compétences numériques, donc comme je le disais, des cours de master dont le développement sera financé aussi par le programme, le déploiement de capacités de stage, des formations à court terme dans les technologies avancées du numérique, notamment à destination des PME, une plateforme pour les compétences numériques, et une contribution aussi à la transformation de l'éducation. On a vu que beaucoup d'outils se sont développés ces dernières années, et là aussi il y a tout un champ qui s'ouvre là pour que les acteurs européens puissent émerger. Slide suivante. Donc le cinquième pilier du programme, qui s'intéresse essentiellement à l'utilisation des capacités des technologies numériques dans l'économie par les acteurs privés et par les acteurs publics. Donc là, il s'agit de la diffusion, d'accélérer l'utilisation de ces solutions numériques. Et comme je le disais, la colonne vertébrale de cette initiative, de ce pilier, disons, c'est ce réseau de pôles d'innovation numérique qui devra irriguer l'ensemble des régions européennes. Certains pôles existent déjà et ont été financés dans le cadre du programme Horizon 2020, mais ces pôles seront développés, d'autres pôles seront financés et mis en réseau de façon à faciliter la transformation numérique des différents secteurs de l'économie dans les différentes régions. L'idée de ces pôles, je vais les développer dans une slide suivante. Donc, je passe rapidement sur les autres axes de ce pilier. Il y a un certain nombre, comme je le disais, de projets qui concernent e-government. Donc ici, vous voyez e-invoicing, e-procurement, Once Only Principles. Ce sont des initiatives et des projets qui ont commencé à être financés ces dernières années avec le programme Connecting Europe Facility et qui continueront à être développés avec le programme Europe numérique. Il y a aussi un aspect Green Deal important de ce pilier, donc qui va utiliser les espaces de données dont je parlais, l'espace de données Green Deal, avec un projet de modélisation de la Terre qui s'appelle Destination Earth et qui devrait permettre
de modéliser un certain nombre de phénomènes, d'anticiper un certain nombre de choses concernant aussi le climat. Ça, c'est un projet extrêmement ambitieux de ce qu'on appelle Digital Twin, donc de modélisation d'un système ultra complexe comme la Terre. Là aussi, des financements seront prévus pour ça et en lien avec évidemment les développements de capacités de calcul à haute performance dont je parlais dans le premier pilier. La salle suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, juste encore quelques mots sur le Digital Innovation Hub, parce que c'est un dispositif qui devrait aussi intéresser un certain nombre de personnes, de participants à ce webinaire. L'idée, c'est d'avoir, comme je le disais, un pôle d'innovation numérique par région établi durant les 7 années du programme. Ces pôles d'innovation donc devront se focaliser sur l'aide à la transformation numérique des PME et du secteur public. Donc, l'idée, c'est qu'ils offrent un certain nombre de services et d'expertise aux PME et à l'administration en matière numérique et pour leur proposer des solutions ou des acteurs, de mise en relation avec des acteurs qui pourront leur fournir des solutions. Éventuellement aussi tester, donc dans ces pôles d'innovation numérique, les entreprises pourraient tester des solutions avant de les mettre en œuvre dans leurs propres activités, afin de s'assurer de leur utilité, de leur bon fonctionnement. Donc, il y a un certain nombre toute une panoplie de services dans toute une série de technologies numériques proposées par ces pôles d'innovation numérique. Et bien sûr, la mise en relation, la mise en réseau de ces pôles permet, si une technologie particulière n'est pas dans les compétences ou dans l'expertise du pôle de la région, de la PME qui cherche à se transformer numériquement, eh bien ce pôle d'innovation numérique pourra se mettre en relation avec un autre pôle d'une autre région qui pourra avoir éventuellement une compétence accrue dans une technologie numérique plus spécifique. Donc, en principe, c'est un outil tout à fait intéressant et efficace pour aider les PME, pour aider les entreprises, les acteurs locaux à trouver les solutions numériques qui leur conviennent et qui pourront améliorer leurs services, leurs produits ou leurs relations avec les personnes qui utilisent leurs services. Donc encore un mot sur cette slide, si on peut revenir. Voilà. La désignation de ces pôles commencera cette année en 2 phases. En fait, ce sont les États membres évidemment qui vont proposer un certain nombre de candidats. Et ensuite, la Commission va regarder ces candidatures et proposera une sélection des pôles en fonction des propositions qui seront soumises. Donc, ces pôles, en général, ça pourra être en lien avec des organisations de recherche ou certaines entreprises du numérique qui ont déjà un certain nombre de compétences et de services à proposer dans ces domaines. Mais donc, les États membres auront un rôle important à jouer dans la sélection, évidemment, de ces pôles, et ces pôles auront un soutien, un financement du programme Europe numérique pour financer leurs activités et leurs services aux PME et aux acteurs publics. Voilà, une dernière slide pour récapituler un petit peu ce programme Europe numérique. Donc voici avec les 5 piliers, où on appelle aussi ça les objectifs spécifiques du programme. Donc le calcul à haute performance, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les compétences avancées en numérique, et puis le 5e pilier sur la diffusion des solutions numériques et leur adoption par les acteurs locaux. Et quelques mots enfin pour terminer, et ensuite je pourrai répondre aux questions avec mes collègues, sur InvestEU. Je crois que c'est la slide suivante. Ah oui, non, encore une dernière slide pour vous dire que en termes concrètement, comment le programme devrait commencer à être opérationnel à partir du mois de mars, avec le premier appel à projet, et puis les premières subventions devraient être signées à l'automne, ou disons d'ici la fin de l'année. Il y aura un deuxième appel en principe dans le 3e trimestre de cette année, et ensuite tout au long des 7 années qui viennent. Comme je le disais, ce programme sera actif pendant 7 ans, et avec un budget total de 7,6 milliards
d'euros pour les 7 ans pour couvrir toutes les activités dont je viens de parler. Donc évidemment, il s'agit disons, d'une graine, d'une certaine manière, qui catalysera un certain nombre d'investissements. Il faut aussi réaliser que, en général, l'Union européenne financera jusqu'à 50% des projets avec ce programme, et les 50 autres pourcents vont venir aussi des États membres. Donc, les 7,6 milliards ne couvrent pas l'ensemble des activités à 100%, mais il y aura un cofinancement par les États membres également. Voilà, maintenant, InvestEU sur la slide suivante, s'il vous plaît. Ah non, encore, désolé, j'avais oublié donc quelques implementation features. Donc, bon, peut-être ici, on pourra voir ça s'il y a des questions. Je voudrais laisser quand même un peu de temps à la discussion, et je vois que le temps file, donc passons à la diapositive, à la slide suivante. Voilà, quelques mots sur InvestEU. Donc, sans doute, vous connaissez le principe de ce type d'instrument financier. D'abord, la Commission propose une garantie à une banque, à un intermédiaire financier, en échange d'un respect par cet intermédiaire financier, par cette banque, d'un certain nombre d'obligations contractuelles, et notamment l'acteur financier, l'intermédiaire financier, devra financer un certain nombre d'investissements, de projets dans des domaines politiques bien définis, et avec un certain nombre de conditions ou de contraintes, mais disons plutôt de conditions sur le type d'investissement, sur les bénéficiaires, etc. Donc, la Commission propose une garantie qui permet à la banque ou à l'intermédiaire financier d'augmenter, de financer des projets à plus haut risque qu'elle ne pourrait le faire seule, grâce à la garantie du budget européen. Mais en échange, il y a un certain contrat à respecter, certaines guidelines qui devront être respectées en termes d'investissement dans différents domaines qui sont demandés par la Commission, donc pour répondre aux priorités politiques de la Commission. Malgré tout, ce n'est pas la Commission qui sélectionne les projets, ce sont les intermédiaires financiers, les banques ou les implementing partners, donc les partenaires de mise en œuvre de ce programme, et c'est elles qui choisissent in fine les projets d'investissement qui sont proposés par des acteurs privés ou publics. Et la Commission donc a éventuellement un pouvoir de veto sur certaines opérations. C'est un article qui est prévu dans le programme pour ceci, mais malgré tout, ça reste un programme qui est guidé par la demande et par ce que proposent les promoteurs de projets et la décision des banques, tout en respectant un certain nombre des conditions du contrat avec la Commission. Voilà, le contrat, disons, prend la forme de ce que j'appelle ici les guidelines, qui donnent un certain nombre de conditions ou d'éléments sur la façon dont les investissements doivent être faits. Il y a un certain nombre de produits financiers aussi, donc techniquement, qui sont élaborés, donc typiquement des produits de dette ou de prise de participation. Et puis, évidemment, ce contrat aussi spécifie un petit peu comment la garantie fonctionne et comment la prise de risque est partagée entre la Commission et la banque ou le partenaire de mise en œuvre. La slide suivante. Voilà, donc là, vous voyez ici le schéma qui récapitule un peu le fonctionnement, la garantie donc par le budget européen, là sur la gauche, les implementing partners, les partenaires de mise en œuvre, qui sont essentiellement, la plus importante, c'est la Banque européenne d'investissement, et puis le Fonds européen d'investissement, mais InvestEU pourra aussi offrir une garantie à d'autres partenaires de mise en œuvre, comme en France, la Caisse des dépôts et consignations ou BPI, même si je crois que ça reste encore à confirmer, mais en plus de ces deux acteurs principaux que sont la EIP et IAF, d'autres intermédiaires, d'autres partenaires de mise en œuvre pourront bénéficier de cette garantie. Eux-mêmes, ces partenaires de mise en œuvre travailleront avec des intermédiaires financiers que sont les banques en particulier. En France,
On peut citer un certain nombre de banques qui seront associées à ce programme, Banque Populaire, BCPE, BPI France, etc. Donc, ce sont des partenaires auxquels vous pouvez vous adresser pour éventuellement bénéficier de ce programme d'InvestEU. Ce programme est divisé en 4 grandes fenêtres, on appelle ça, elles sont ici représentées à droite. Une fenêtre qui concerne les infrastructures durables, donc Sustainable Infrastructure, SI, y compris les infrastructures numériques. Une fenêtre qui finance essentiellement des projets de recherche, innovation et numérique, RID, recherche, innovation et digital. Donc là, c'est évidemment peut-être la fenêtre qui vous concerne le plus. Une fenêtre aussi pour le soutien à des projets des PME et une fenêtre pour des projets sociaux. Slide suivante. Voilà, les 4 fenêtres ici, vous voyez leur montant dans les colonnes de ce tableau en termes de montant du budget européen qui est dédié à ces différentes fenêtres, et puis les types disons, de technologies numériques ou de projets numériques qui peuvent être financés par ces différentes fenêtres du programme. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on couvre un certain nombre de technologies numériques sont couvertes dans ce programme et pourront faire l'objet de financement et de garanties accordées à ces intermédiaires financiers, et notamment dans les domaines des technologies numériques clés que sont l'Internet of Things, 5G, le calcul à la périphérie, l'intelligence artificielle, etc. Et enfin, la dernière slide. Ici aussi, en termes de calendrier, les choses vont commencer cette année et en principe, la mise en œuvre devrait commencer dès le 2e trimestre de cette année, mais vous pouvez déjà, si vous êtes intéressé par bénéficier de ce programme, vous pouvez déjà évidemment contacter les partenaires de mise en œuvre. Donc la Banque européenne d'investissement est la plus importante pour les projets les plus importants, mais vous avez vu, il y a des acteurs en France aussi qui pourront vous renseigner ou vous proposer des solutions pour financer un certain nombre de projets que vous pourriez vouloir développer. Voilà, j'ai été un peu trop long, j'en suis vraiment désolé. Il reste une bonne quinzaine de minutes, j'espère, pour des questions, et j'inviterai éventuellement mes collègues Annalisa Boliolo et puis Alexandra Rotileanu à intervenir si nécessaire pour vous donner plus de précisions sur un certain nombre des aspects de ces 2 programmes. Je vous remercie de votre attention. Mathieu, merci beaucoup. Impeccable. Parfaite présentation, même si j'espère et j'imagine qu'il y aura des questions ou des précisions, des demandes de précisions. Moi, j'en ai peut-être une pour démarrer la première, qui est parfois la plus... Vous parliez de région. Alors, c'est quoi votre définition de la région? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est les grandes régions administratives? Est-ce que c'est des zones géographiques? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Alors, là aussi, je vais peut-être... à l'échelle française, je pense que ce serait la région au sens des régions. Administratif, les 13 régions, oui. Oui. Ensuite, je pense que la cible, c'est pour donner un ordre d'idée, un petit peu, c'est de l'ordre de 270 pôles d'innovation numérique sur l'ensemble du territoire européen, quelque chose comme ça. Et donc, je crois que pour la France, ça correspondrait vraiment aux grandes régions. Il y a un découpage officiel d'Eurostat des régions qui s'appelle, donc j'ai oublié le nom, donc il y a les régions de NUTS, voilà, c'est ça, NUTS 1, NUTS 2, qui donnent les différents niveaux de découpage administratif. Donc on utilise peut-être aussi cette taxonomie un petit peu pour s'assurer de la bonne répartition des pôles, mais c'est de cet ordre-là, en tout cas de l'ordre de 270 sur l'ensemble du territoire européen. Annalisa, mais peut-être tu veux préciser, et si tu préfères utiliser l'anglais, je crois que c'est comme tu le souhaites, mais en français, ça va aussi très bien. Ça va, je peux me débrouiller. Oui, on est sur le... Bonsoir à tout le monde d'abord. Donc, on parle justement de NUTS 2.
Donc, pour vous donner une dimension, j'étais en train d'ouvrir les bons documents pour voir justement si je pouvais vous donner le numéro le nombre approximé de hubs qu'on prévoit pour la France, mais il y en a, je pense que c'est plus ou moins le même ordre que l'Italie, donc ça devrait être une vingtaine, si je me rappelle bien. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, mais chaque pôle d'innovation peut être constitué par un consortium. Donc, on ne parle pas de vente entité légale, mais on parle vraiment d'un consortium. Donc, là, on peut vraiment regarder sur la région les nécessités qui sont les acteurs principaux. Seulement que je ne sais pas la situation exacte de la France, mais on avait déjà demandé aux États membres d'établir une première liste, faire déjà une première sélection des hubs parce que justement, on a besoin que les pôles soient bien localisés, bien à connaissance des besoins des régions. Et donc, la première sélection se fait à niveau national. Et après, l'appel à proposition de la Commission, c'est seulement pour les organisations, pour les consortia qui ont été déjà sélectionnés par les États membres. Et là, on va vraiment faire un contrôle de qualité et pour voir si les propositions voilà, si les projets qui sont proposés par ces consortia respectent un niveau de qualité, d'excellence suffisante pour nos standards, quoi. Et après, on va signer les contrats avec eux. Merci, Elisa. Ouais. Avez-vous des questions? Oui, pour la France, on parle, ça dépend un peu du budget et aussi de la qualité des hubs, on parle entre 12 et 24. Donc, voilà, une vingtaine, je dirais. Ok, je crois que j'ai vu passer une question. Pouvez-vous nous redonner le calendrier de sélection des DIH, la sélection finale? Parce que c'est Emmanuel qui pose cette question, mais je parle en son nom. Elle peut peut-être préciser si elle le veut. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je viens d'écouter Annalisa et en fait, j'essayais de me repérer, même par rapport à ce qu'a dit Mathieu. Finalement, il y a une première sélection qui est faite par les États membres, ça c'est très clair. Quel est le calendrier? À quel moment, autrement dit, connaîtra-t-on de manière finale les DIH vers lesquels, si j'ai bien compris, quand on a un projet, on va devoir se tourner, nous, acteurs, pour proposer des choses. C'est bien ça. Et donc, j'ai à la fois besoin du calendrier et validation du process dans ma question. Oui. Alors, les procès. Donc, d'abord, on fait la sélection à niveau de l'État européen, des États européens. Donc, cette première sélection est communiquée à la Commission et des États membres, je sais qu'ils ont déjà envoyé la liste, d'autres sont en train de le faire. Et la première sélection s'est faite avec des critères qui respectent les critères généraux qu'on a posés et des critères nationaux. Donc, vraiment, c'est fait comme ça. Après, il y a l'appel à proposition qui va normalement ouvrir, comme Mathieu a dit, au début du mois de mars. Et donc, les premiers contrats, les premiers seront signés avec nous vers la fin de l'année. Et là, les hubs, normalement, doivent être déjà opérationnels, dans le sens que vraiment d'un jour à l'autre, ils doivent être opérationnels parce qu'on ne va pas créer de nouveaux pôles, mais vraiment on va utiliser, l'idée c'est que les pôles existent déjà en quelque sorte, ils sont déjà, et donc ils vont se mettre en réseau, donc les réseaux doivent être établis avec un financement européen, mais les consortia doivent commencer à travailler, être capables de commencer à travailler en vitesse. L'idée, c'est que le rôle des pôles sur le territoire, c'est vraiment d'aider surtout les PME et les fournisseurs de services publics et les administrations publiques à fournir des services digitaux, donc dans leur digitalisation, leur transformation digitale, numérique. Dans ce sens, les hubs peuvent aussi assister certains PME pour faire du testing, par exemple, s'ils ont la capacité, ou rediriger la PME qui a besoin de ces services de testing vers un autre pôle, parce que vraiment l'idée, c'est d'avoir tous ces pôles en réseau, de façon telle que s'il y a une faiblesse dans une région, et là, c'est vraiment un point de force dans une autre, ces connaissances peuvent être échangées et peuvent profiter un peu à tout le monde. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire grandir l'ensemble des business, des PME, de l'administration publique dans toute l'Europe. Donc,
J'ai oublié de préciser que je n'étais pas du tout candidate pour un DIH, hein, cela dit. La question était plutôt à quel moment saurons-nous vers qui nous tourner en région? C'était plutôt ça la question. Là, c'est vraiment la fin de l'année. D'accord. La fin de l'année, quand on va signer les contrats. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Donc, c'était plus courte la réponse. La fin de l'année 2021, c'est ça? Oui, la fin de cette année. Ah ouais, c'est loin quand même, c'est loin. Ben, le problème, c'est que le procès d'évaluation des propositions, ça prend du temps. Nous, on va ouvrir l'appel à proposition au mois de mars. Normalement, on doit les garder ouvertes 2-3 mois. Et pour les hubs, peut-être ce sera 2 parce que le procès a déjà commencé, mais normalement, c'est 3 mois pour permettre à tout le monde de former une proposition selon notre demande. Et après, il y a tout un procès d'évaluation de cette proposition. Donc, on a des experts externes qui viennent nous aider pour faire l'évaluation, pour avoir une évaluation équitable et qui permet à tout le monde vraiment d'être évalué avec les mêmes critères. Et ce n'est pas la commission qui fait l'évaluation, la commission engage des experts extérieurs qui vont justement nous aider dans l'évaluation technique, parce que nous, on n'est pas des experts techniques dans toutes ces choses. Et après, on va contacter les gagnants de cette évaluation, disons, et on propose un contrat. Parfois, le contrat doit être, pas les termes du contrat, mais vraiment les contenus du travail, parfois doivent être peaufinés, et là, on va signer les contrats, et ça prend du temps, tout ça. Je comprends, hein, j'ai dit simplement, et on y est habitué, mais la crise du moment, la difficulté, et en même temps la nécessité d'accélérer, fait qu'à ce moment-là, quelle communication vous envisagez pour que l'entreprise X, Y n'ait pas le sentiment que, bon, encore un truc qui va prendre trop de temps, je préfère pas m'en occuper. Donc je pense qu'il faut communiquer pour accompagner ce mouvement et intéresser les gens. Si c'est trop loin, alors peut-être que c'est moi qui me trompe, mais si c'est trop loin, on va dire, bon, bah, je m'en occuperai plus tard, j'ai d'autres urgences. Alors, là, c'est un peu un problème général. Nous, on a quand même une administration publique. On est en train vous savez, les programmes, l'adoption du programme de Digital Europe a été retardée parce que le MFF, le programme cadre, a été retardé. Et donc, on doit d'abord avoir l'accord de tous les États membres sur le programme, sur le programme cadre financier. Après, on va dans tous les programmes uniques, disons. Et on a fait notre mieux pour être le plus vite possible. En parallèle du procès législatif, nous, on travaille sur le programme de travail. Donc, le moment que le procès législatif est conclu, et on espère bien avec la plénière du mois de février, nous, on va publier les programmes de travail. Donc, on est prêt. Mais c'est vraiment un procès en parallèle. Donc, on a justement continu de ce qu'on a discuté au niveau législatif avec ce qu'on peut faire au niveau pratique d'implémentation. Si je peux ajouter une chose, il y aura, on prévoit d'organiser une grande conférence, évidemment en ligne malheureusement, mais malgré tout une conférence qui sera assez importante justement pour lancer le programme Europe numérique au moment où on va ouvrir les appels à proposition, donc dans le courant du mois de mars ou dans la deuxième partie du mois de mars. Et donc là aussi, ce sera donc un événement, disons, d'un jour ou deux, où le programme numérique sera présenté, les opportunités des appels à proposition également. Donc, ça, je vous invite éventuellement déjà à considérer votre participation si vous êtes intéressé. On est les premiers inscrits, vous mettez en tête de liste, on y est. Voilà. Une nouvelle question d'Emmanuel. Vous pouvez nous contacter tranquillement. Mathieu, moi, et après, si la question est très précise, on peut vous rediriger sur les collègues qui sont vraiment les spécialistes de certains domaines. Nous, on n'est pas des spécialistes sur les intelligences artificielles ou les données, mais on peut, justement, on a une unité de coordination, mais on peut vous rediriger vers les collègues spécialistes des secteurs, quoi. Parfait, merci beaucoup. Question de Laurence, que je lis. Donc, je lis pour elle, mais elle peut intervenir. Quels sont les thèmes de consultation du mois de mars, car l'Europe numérique, c'est vaste.
En clair, les consultations vont être sur chaque pilier, point d'interrogation. Alors, au mois de mars, la conférence dont Mathieu parlait, c'est vraiment, on va expliquer ce qu'il y aura comme possibilité d'appel à proposition dans les premières 2 années du programme. Parce que nous, on travaille sur un programme de travail pour le financement des actions dans les premières 2 années. Et donc là, on va expliquer quelles sont les possibilités en détail, donc comment aussi préparer une proposition, quels éléments il faut adresser, le type de financement qu'on a. Normalement, c'est 50% de financement des actions et exactement qu'est-ce qu'on cherche comme résultat de ces propositions. Et là, donc, il y aura certains domaines comme Mathieu a expliqué dans les slides, on a pour chaque objectif stratégique, on a des priorités. Et donc, par exemple, pour les données, pour l'espace de données, on n'a pas tous les espaces de données qu'on peut voir. On a donc choisi certains qui étaient déjà dans la stratégie des données qu'on a publiée l'année passée au mois de février comme commission. Et là, on a choisi quelqu'un qui était plus prêt à être mis en œuvre. Et donc, on va expliquer qu'est-ce qu'on cherche là dans les domaines, par exemple, de l'agriculture ou de la manufacture ou de la culture. On a plein de possibilités. Et on va vraiment expliquer là comment on prépare une proposition, quel type de proposition. Il y aura d'autres partenaires qui vont nous rejoindre. Donc, normalement, ce qui est intéressant dans cet événement, quand ils sont en présence, disons, c'est aussi toute la possibilité d'encontrer des partenaires possibles à niveau européen, parce que pour certains projets, mais pas pour tous, pour certains projets, il faut avoir un partenariat européen. Et donc là, c'est une possibilité. Je sais qu'ils sont en train, mes collègues qui organisent l'événement, d'organiser le même type de rencontres en virtuel. Donc, vraiment, ce sont des rendez-vous on va organiser avec les partenaires possibles qui cherchent à rejoindre des consortia qui sont en formation justement pour proposer un travail ensemble. Ok, comme il est 16h00, on arrive au terme. Et s'il n'y a pas d'autres questions écrites, moi j'en ai deux, voilà, j'en ai deux pour vous. La première qui n'est pas politiquement correcte, c'est est-ce que vous sentez bien les administrations de chaque pays, et en ce qui concerne la France, le ministère de l'économie et le secrétariat d'État au numérique bien alignés avec vous, ou est-ce que vous avez besoin d'aide? Et donc la question subsidiaire, c'est est-ce que nous pouvons relayer cette conférence si vous nous y autorisez, et en quoi est-ce qu'on pourrait vous aider si vous le souhaitiez? Donc nous, alors en ce qui concerne l'agenda de transformation numérique en termes d'investissement et de réforme, beaucoup se passe en ce moment à travers la préparation de ces programmes nationaux de relance et de résilience dans le cadre de ce paquet de 750 milliards. Donc on est en interaction avec les administrations nationales, avec les ministères nationaux, notamment dans la préparation de ces plans, parce qu'ils devront être soumis au mois d'avril et ensuite faire l'objet d'une évaluation par la Commission. Et en fonction de cette évaluation, il y aura d'un certain nombre de ce qu'on appelle milestones qui seront accomplis dans les mois qui viennent. La Commission allouera un certain nombre de financements de cette nouvelle facilité. Et donc, on est actuellement en préparation d'un certain nombre de projets, comme je le disais, qui vont réunir plusieurs pays. Il y aura aussi des projets purement nationaux. Et on voit du côté français une ambition tout à fait en ligne avec celle que nous affichons au niveau européen en termes de transformation numérique et de priorisation en fait de projets numériques également. Et vous avez aussi réalisé que la France est en point sur cet aspect autonomie stratégique et souveraineté numérique. Donc là aussi, les États membres n'ont pas tous la même, disons, sensibilité à cet égard. Certains sont plus soucieux de préserver le caractère ouvert de l'Europe, mais il y a malgré tout un changement aussi un peu de paradigme. Vous faisiez allusion à ça au début de votre intervention,
de ce côté-là, c'est donc mettre l'accent sur les capacités numériques, les capacités européennes de développer les technologies numériques, de les utiliser et d'imposer aussi un certain nombre de standards et de règles, de principes dans l'utilisation de ces technologies qui ensuite s'imposeraient éventuellement à d'autres régions du monde. Mais donc, et de ce côté-là, on sent la France très en ligne avec cette ambition. Et donc, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et quant à la pertinence de relayer évidemment cette conférence de votre côté, tout à fait. Le but de cette conférence, de cet événement en mars, de présenter ce nouveau programme, c'est justement de le faire connaître, de faire connaître les possibilités le plus largement possible. C'est un nouveau programme. Horizon Europe, c'est un programme de financement de la recherche-innovation qui a déjà une histoire assez longue, plusieurs décennies. Et donc, les acteurs dans le domaine de recherche-innovation sont bien familiarisés avec ce programme depuis longtemps. Donc, on a notre communauté, disons, d'acteurs dans le domaine. Et dans ce domaine de l'Europe numérique, évidemment, c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus nouveau. Et tout effort si vous avez de votre côté la possibilité de relayer évidemment cet événement, ça sera bien sûr. assez utile. Bien sûr, Mathieu, j'ai même vous proposé, mais en conclusion, donc non seulement nous allons relayer ce webinaire, et encore une fois, merci à Anissa, c'était super, je suis ravi. Deuxièmement, on sera présent et on fera la com pour la manifestation du mois de mars, histoire qu'on soit le plus nombreux possible à entendre les mêmes choses, ou en tout cas à participer. Et je vous propose, Mathieu, si vous en êtes d'accord, qu'on se reparle sous ce même format en septembre, puisqu'on sera plus très loin de la concrétisation de tout ça, pour faire un peu un point d'avancement et voir comment tout ça s'est déroulé sur les 6 mois qui vont nous séparer, les 8 mois qui vont nous séparer entre maintenant et septembre. Ça vous va? Tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, je ne veux pas prendre plus de temps de mon côté, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire. Mais les 16h04, je voulais vous remercier très sincèrement. Je pense que c'est utile pour ceux qui participent et notre capacité de relais, et on est à votre disposition. Et de votre côté, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des sollicitations pour que on clarifie, on précise ou on relaie un certain nombre d'événements. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre intérêt et très heureux de voir que cela pourra être utile, j'espère, à certains d'entre vous et plus largement aux acteurs avec qui vous êtes en lien. Il le faut que ça réussisse, il faut que ça marche, il faut que ça soit. On a de l'ambition et on travaille dur, je peux vous l'assurer. On travaille très dur en ce moment, c'est très très dur. Mais merci beaucoup. Pour la bonne cause. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous les deux. Merci, au revoir.